Canyon. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour, Microciné numéro 240 et aujourd'hui nous allons parler d'un film, un documentaire réalisé par mon invitée ici présente, Dorothée Myriam Kielou. Le film s'appelle La Mansoura nous a séparés. C'est un film qui a été fait il y a quelques années déjà, enfin 2019-2020 et qui a commencé à se montrer, à se faire voir courant 2020 et puis il y a eu le confinement et puis il est jamais trop tard pour parler des films importants et celui-ci en fait partie et d'ailleurs il est disponible encore et toujours. Vous pouvez trouver dans le descriptif toutes les informations concernant la tournée du film, mais aussi si vous voulez le voir sur différentes plateformes. Mais avant cela, je remercie énormément la réalisatrice d'avoir accepté de revenir sur ce film. Merci beaucoup et on se tutoie parce que voilà, on se connaît un petit peu, donc comment vas-tu? Merci. Très bien, très bien, très bien. Et toi? Ben écoute, très bien, je suis très content Alors, ce qui est marrant, c'est que le film que tu as réalisé est arrivé au moment où, allez, on ouvre une petite digression comme ça, où, au moment où je commençais à quitter un peu le métier de la critique de cinéma pour m'intéresser à la fabrication d'images, et sont arrivés comme ça pas mal de films, donc j'ai découvert ton film sur le tard et c'est vrai que je m'étais promis non, maintenant c'est terminé le journalisme, je veux faire des films, mais je pense que lorsqu'on commence par le journalisme, on est journaliste toute sa vie et donc j'avais très envie finalement de dialoguer avec toi sur le film et puis Microciné est arrivé et c'est vrai que j'étais assez harcelé pour te demander s'il était possible que tu puisses venir et tu l'as accepté, donc merci, je t'en suis vraiment reconnaissant. Bon, d'abord, pour pas faire de trop de fautes, je vais simplement lire le petit synopsis de ton film qu'on trouve sur le très bon site filmdocumentaire.fr et vous allez comprendre exactement de quoi parle ce documentaire. Est écrit pendant la guerre d'Algérie. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées par l'armée française et regroupées dans des camps. Un déracinement documenté, mais largement occulté. De retour à Mansoura, son village natal, Malek collecte avec Dorothée Myriam, donc Malek Kielou, c'est ton papa, et il collecte avec toi sa fille une mémoire historique que la plupart des jeunes ignorent et qui pourtant a été sans précédent dans les bouleversements qu'elle a causés à cette Algérie rurale, dans le village, fille et père interrogent ce silence intime. Alors, le film est assez incroyable parce que j'ai l'impression que ce film part de certaines images comme ça qui soit sont manquantes ou marquantes et qui concernent pas mal de personnes soit natives de ce pays ou qui ont des liens, des origines avec ce pays, qui sont natifs d'ailleurs. Je crois que toi tu es natif de Nancy si je me trompe pas. Et il y a toujours un moment ou un autre, il se passe quelque chose qui fait qu'on a envie de se réapproprier quelque chose d'original, une terre, pour essayer de comprendre un peu d'où l'on vient, mais aussi peut-être aussi pour mettre des images sur des choses qui sont liées soit à des personnes tutélaires, des figures patriarcales ou des figures maternelles, ou alors soi-même. Et j'ai l'impression que ce film, c'est un peu une espèce d'image manquante. Est-ce qu'on pourrait effectivement employer ce terme-là, image manquante, te concernant par rapport à ce film? C'est joli, ouais. Oui, c'est aussi un film de Ritipan que j'aime beaucoup. Exactement. Je pense qu'effectivement, la mémoire, c'est des images en premier lieu. C'est par les images qu'on se souvient. Et moi, il me manquait l'image du village paternel, du village des ancêtres. Et là me revient en fait l'image du film de Lina Soualem, Leur Algérie. Je dévoile la fin, mais il y a cette image manquante qui apparaît aussi. Et pour moi, c'est le début du film. C'est l'image manquante que j'ai retrouvée et à l'intérieur de cette image manquante, je vais ajouter d'autres images manquantes qui sont là liées à la grande histoire et pas seulement à l'histoire du père, mais aussi des habitants de ce village et de l'Algérie symboliquement. Mais si j'ai bien compris, ça n'est pas forcément, j'ai pas envie de dire que ça n'est pas ton film, si ça l'est, mais je veux dire, cette aventure que tu mènes, ton père aussi voulait la mener cette aventure, et essayer de comprendre ce qui s'était passé essayer de comprendre ce qui s'était passé dans sa famille, mais aussi dans sa communauté, et le fait qu'il se soit retrouvé dans ce village-là, donc je trouvais ça incroyable, le fait qu'il y ait
comme ça plusieurs envies de fabrication, plusieurs envies d'aller chercher, plusieurs envies de sismographe. Et ça, Mm. c'est particulièrement attachant et en même temps très, 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 très intéressant de voir ça. Bah, je pense que l'image manquante, ça vient aussi de mon père, c'est-à-dire que pour continuer un peu ce jeu de mots, l'image lui manquait. Et il voulait me transmettre cette image qui lui manquait. Et moi, je voulais avoir cette image manquante et combler ce vide que je ressentais. Et quand lui, en fait, a écrit un projet de film documentaire qui s'appelle Lettre à ma fille, qui n'a pas tourné, mais qui m'a donné, il a répondu en partie à l'image manquante. C'est-à-dire, voilà. Et à partir de ça, j'ai dû imaginer. Mais pour moi, c'était pas suffisant l'écrit. Et j'ai eu besoin de me rendre sur place. Et donc, je l'ai ramené 50 ans après, comme ça. Et je lui ai dit, vas-y, raconte-moi. Raconte-moi. Aide-moi à imaginer. Et c'est un peu tout le propos du film, c'est d'imaginer ce qui a été vécu dans ce village pendant cette guerre, ce qui n'a pas pu être raconté. Et, euh, et bon, c'est une image manquante qui est violente aussi. Donc, à un moment donné, j'aurais peut-être préféré qu'elle me manque, qu'elle ne soit pas avec moi, parce qu'il y a une violence à entendre des récits de violence. J'aurais préféré que l'image soit idyllique. Euh, mais, euh, mais bon, enfin, c'est comme ça fait partie de notre histoire. Et en même temps, c'était une histoire qui m'a paru tellement importante, tellement peu documentée, que je me suis lancée. Voilà, c'était un travail de plusieurs années d'abord de documenter et puis aussi de me faire confiance, de faire confiance à mon père, de faire confiance à cette possibilité de créer ensemble un film. Et il y a tout un gros travail, je pense, émotionnel d'abord derrière pour dépasser des impossibilités à dire, à faire. Et, euh, et voilà. Et donc aujourd'hui, heureusement, ce film existe, mais ce n'était pas de tout repos. C'est très beau ce que tu dis, en même temps très intriguant quand tu dis te faire confiance. Qu'est-ce que tu veux Mhm. dire par là quand tu dis il fallait que je me fasse confiance? Parce que, bon, déjà, moi, j'ai pas fait d'études de cinéma au départ et j'ambitionnais de faire un film de cinéma. Aussi pour rendre hommage à mon père qui, lui, est cinéaste de métier, de formation, qui a fait partie de ces étudiants envoyés en Europe pour apprendre le cinéma et créer le cinéma de l'Algérie indépendante, avec toutes les désillusions et les déceptions qu'on connaît. Et du coup, c'était aussi rendre justice aux rêves de mon père. C'était, voilà, c'était, je pense, un enjeu très très grand. Donc il fallait quand même une confiance à la hauteur de cet enjeu. Euh, et euh, et d'abord sur mes capacités à aller chercher cette mémoire, à créer une confiance chez ceux que je rencontrais pour qu'ils me livrent cette mémoire. Oui, il y a vraiment un travail de confiance aussi dans la capacité de mon père à raconter, de moi à le filmer, à travailler en équipe. Voilà, il y a vraiment. C'est un travail de plusieurs années justement pour construire cette confiance. Et c'était dur de regarder ton père se réapproprier donc sa propre histoire, ou est-ce que c'était plus compliqué de regarder les autres te raconter leurs histoires? Bah, je pense que c'est un briquet en fait. C'est-à-dire que quand les autres se sont livrés, mon père se livrait plus facilement. C'était quelque chose d'un processus et puis il y avait un encouragement aussi pour lui à dire. Et je me souviens très bien, c'est une anecdote que je raconte souvent. À un moment donné, mon père me disait filme le cousin, ou filme l'oncle, ou filme la tante. Et moi, je disais, ah, mais non, mais c'est toi que j'ai envie de filmer avec eux. Et un jour, il m'a dit, mais je prends bien la lumière. Il s'est trouvé beau, en fait, en se regardant filmer. Et puis, lui aussi a eu confiance. Il y a quelque chose qui s'est passé et à ce moment-là, bah, il s'est réinscrit dans l'histoire et il s'est remis au centre. Et c'est un peu le fil rouge du film, voilà, avec cette centralité-là.
Et comment tu as travaillé? Tu expliquais que tu t'étais énormément documenté avant de te lancer dans cette histoire, mais j'imagine qu'il y a certaines choses que tu ne soupçonnais pas et que tu as découvert peut-être sur le tournage. En tout cas, moi personnellement, il y a certaines choses. Je connaissais un peu cette histoire-là, mais c'est vrai que dans le film, j'ai découvert certaines choses que je n'arrivais, enfin que je ne soupçonnais pas. Et comment on fait parce que c'est vraiment parce que ton projet est très très particulier, c'est que ça n'est pas toi qui va dans un endroit pour essayer de filmer son histoire. C'est différent, c'est toi qui suis un corps qui en plus t'est extrêmement familier. En plus c'est un corps qui fabrique des images. Enfin il y a quelque chose d'assez incroyable dans et par exemple il y a un plan qui est très très beau. Enfin, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui est très beau, c'est pratiquement au début du film. C'est quand ton père est donc dans cette maison où qu'il l'a vu naître. Et il y a lui qui te regarde en diagonale. Et il y a sa mère par le biais du cadre. Et ils ne se regardent pas. Et je trouve ça incroyable. Et puis ensuite, il y a quelque chose auquel on ne s'y attendait pas. C'est l'Aden, c'est la voix de l'imam qui appelle à la prière. Et là, il se passe peut-être plus de choses que lorsqu'il parlait. Et je trouve ce moment incroyable. Et je trouve que ce moment-là, c'est exactement ton film. C'est ça. C'est l'intention du film. Il y a quelque chose de très très beau. Il y a deux histoires qui se regardent pas, mais qui sont là côte à côte. Et puis il y en a une qui est hors champ, c'est la tienne. Enfin, il y a un truc assez incroyable. Comment faire pour parce qu'il y a plein d'émotions qui est là, on le sait, on le devine. Comment on fait pour ne pas effectivement tomber dans quelque chose de très facile et parce que l'émotion c'est bien, mais je pense que ça peut déréaliser. Eh ben, écoute, je pense que ça m'a pris du temps déjà au niveau de l'écriture et puis surtout de l'assimilation de cette histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé quand je faisais mes études aux États-Unis, je faisais des études d'histoire et d'arabe à Washington, donc j'avais une espèce de distance déjà géographique et culturelle avec la France, l'Algérie. J'ai écrit mon mémoire en anglais, donc j'ai fait toutes mes recherches sur le village, aussi dans les archives de l'armée française. J'ai rencontré des anciens soldats qui avaient servi dans le village de mon père. Enfin, disons que je ne me suis pas épargnée dans la recherche. Et il y a eu cette première très grande épreuve. Et je pense que j'ai mis plusieurs années à l'assimiler. À un moment donné, je pense que justement, je suis sortie du trop grand pathos qui d'ailleurs m'accablait complètement et m'empêchait d'agir en fait. Et puis, je sais pas, je pense que toutes ces années ont aidé à trouver la juste distance émotionnellement et à laisser exister l'émotion, mais sans la surcharger et à faire confiance au silence, à faire confiance au récit. Parce que bon, voilà, dans les premières versions de mon écriture, j'avais des archives de l'armée française, j'avais des soldats français, j'avais des généraux français, j'avais des experts de cette question, des regroupements. Enfin, j'avais tout surchargé, quoi. Et je me souviens que j'avais candidaté à la bourse Brouillon d'un rêve de la SCAM et j'avais reçu un message de Jean-Pierre Mast, réalisateur, qui m'avait donc dit « Faites confiance à votre père. Enlevez les béquilles. » Voilà, toutes les béquilles là, de l'histoire avec l'expert qui vient confirmer que le vieux là, qui nous parle, là, il dit bien la vérité. Enfin, il y avait un truc où, ouais, c'est aussi une histoire de confiance. C'est-à-dire quel crédit on accorde à ces récits et est-ce qu'on a forcément besoin de toujours venir les valider par d'autres sources comme on le fait en journalisme, mais est-ce que l'émotion ne dit pas suffisamment? Et voilà, donc il y a un moment où on revient, c'est drôle parce que chaque interview est différente. Et là, je crois que le mot confiance revient beaucoup, mais c'est la confiance, quoi. Confiance en l'émotion, en ce qu'elle peut raconter, sans qu'on la force, sans qu'on la maltraite, sans qu'on la... Ouais, je sais pas. Ouais. On la Mais il y a un truc qui est aussi saisissant, c'est terrible ce que je vais dire, mais toutes ces personnes pardon, toutes ces personnes, enfin que vous, parce que on va parler aussi de la personne qui est derrière la caméra, mais et du son aussi, et du père, vous êtes tous et quand vous les regardez, vous parlez très souvent.
très souvent, il y a quelque chose de très très fort émotionnellement parlant. Ils pleurent, ils sont émus. Mais c'est incroyable. Mais et quand je regardais le film, je me dis c'est incroyable parce que ils savent aussi se mettre en scène. Je vais expliquer. Je pense tout particulièrement à ce personnage qui se trouve dans là où il y a les débris de la maison de son oncle, où il explique à mon oncle qui dormait là et tout, et puis ensuite il parle de son père. On aurait dit, on leur a dit que le papa était. Et là, il commence à pleurer. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne. Il marche tout droit et puis il va se cacher derrière une espèce de pierre, mais on voit quand même son visage. Et je me disais, mais c'est incroyable. Il y a quand même il y a de l'émotion qui est assez discrète, certes, mais il y a aussi une manière comment dire, de prendre, de se réapproprier le territoire. Et j'ai trouvé ça très très beau. Et tous ont une manière comme ça de raconter des choses qui sont extrêmement dures. Je pense au personnage du Napalm, par exemple. Enfin, c'est très très dur. Mais ils ont une espèce de distanciation avec ce qui leur est arrivé, qui fait qu'à aucun moment on sombre, on n'est pas dans le voyeurisme, on sombre pas dans le pathos. Je sais pas si j'arrive à me l'expliquer, mais c'est très troublant le rapport qu'ils ont avec la manière qu'ils ont d'occuper un territoire, et dans ce territoire-là, ils racontent leurs expériences. C'est très beau en même temps. Ben, moi, j'ai envie de te dire qu'il y a aussi une histoire de confiance. Ben oui, ben oui. Non, mais en fait, on est allé quand même très souvent dans le village avant le tournage. Donc, on s'est nous aussi réapproprié les lieux. Enfin, pour mon père, il s'est réapproprié les lieux. Moi, je me suis approprié les lieux, puisqu'il n'y avait pas de retour pour moi, mais juste en aller. Et en fait, on a passé beaucoup de temps avec eux. On leur a offert des cadeaux, ils nous ont offert des cadeaux. Et puis, il y a des liens qui sont créés, quoi, réels. Et je me souviens, par exemple, de Swalar, qui est donc ce survivant d'un bombardement en napalm. On lui avait apporté des chocolats de Belgique, où vit souvent mon père. Et, et puis, il était très ému de les recevoir et il nous a dit mais en fait, vous êtes les vrais patriotes, quoi. Vous cherchez la vérité. Et, et je pense qu'en fait, ils ont tous compris qu'on était là pour cette raison, en fait. Et, qu'on ne cherchait pas une mémoire falsifiée, à héroïser un et puis à détruire l'autre. Et puis, non, on était dans une vérité de l'émotion. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, bah, les cadeaux, alors on a fait des cadeaux matériels, mais en retour, c'est des cadeaux de récits, de vérité, d'émotion. Et c'est ça, je pense, qui s'est passé, en fait. Et puis, je pense qu'ils ont vu aussi à quel point j'ai galéré pour trouver des financements, pour monter le film, pour trouver une équipe. Donc, ils se sont dit, bon, bah, ils ont senti le sacrifice, quoi. Ils ont senti que il y avait une vraie sincérité dans la démarche. Donc, le moment venu, en fait, ils ont vraiment donné qui ils étaient, quoi. Donc voilà, ce sont des dons, je pense, mutuels et c'est ça qui est très beau en fait. C'est ça qui est vraiment très très beau dans l'histoire, je pense. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que n'importe quel film doit à un moment ou à un autre avoir une résonance avec l'actualité, donc avec ce que l'on vit, avec la période dans laquelle vit l'auteur, en l'occurrence toi. Et il y a un moment dans le film où tu la poses cette question et la personne te répond de manière assez simple et assez dure en même temps. Et je te la repose en même temps, cette question. Les répercussions sur cette Algérie contemporaine, elles sont de quel ordre? C'est-à-dire, comme j'expliquais au début du film, j'ai raconté le synopsis. Elles sont de quel ordre? Alors, justement, parce que le film, en fait, je pense qu'il aurait fallu faire un film de 10 heures pour pouvoir répondre à cette question. Et quand j'ai montré le film, que je l'ai présenté en festival, j'ai trouvé d'autres sources, d'autres témoins, et j'en ai fait un podcast pour France Culture qui s'appelle L'Algérie des camps et qui explore davantage les conséquences de ces bouleversements profonds de l'Algérie rurale et notamment la question du déracinement, de la perte d'une mémoire, la perte d'une filiation, la conséquence sur les générations qui suivent et la recherche d'un nouvel ancrage qui est une problématique importante, la problématique de l'errance, qu'est-ce qu'on fait de l'errance et puis qu'est-ce qu'on fait de l'absence de lien. Alors là, je reviens sur la confiance, mais à partir du moment où on est arraché à une tribu, à un village, à une protection, qu'on est jeté comme ça
dans une nouvelle société atomisée avec des questions économiques nouvelles qui se posent puisqu'on n'est plus paysan, mais on se retrouve salarié, donc chômeur, donc on doit se réinventer en termes de statut, c'est une société individualisée, donc tout a été explosé dans ce qui restait en fait de liens, de tribaux solidaires de la colonisation. Il y a une espèce de dernier coup d'achèvement. Et je pense que, justement, c'est ce que j'explore dans l'Algérie des camps, la surface culture, que ça a eu des conséquences graves pour l'Algérie contemporaine et que ce trou béant de l'image manquante qui manque aux générations suivantes n'a pas été comblé et comblé par d'autres récits fictifs, fantasmés qui peuvent être dangereux. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est une question fondamentale, en fait, et que réparer cette offense, comme le dit la romancière Faiza Gen, c'est vraiment essentiel d'aller chercher, documenter, de reconstituer la filiation, de reconstituer l'ancrage, même s'il est irréparable. Il y a quelque chose de l'ordre de l'irréparable, mais le récit comble quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai voulu continuer ce travail sous forme de podcast, où je dépendais moins peut-être de gros financements, d'une équipe, parce que tout ça est long à mettre en place. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'avoir cette liberté du son et d'aller avec mon petit enregistreur dans les camps qui restaient en Algérie et de poursuivre l'enquête. Alors tu parles de récit et il y a aussi la manière de raconter cette histoire. Et là, par contre, le film se démarque énormément de ce qui aurait pu être un film, comment dire, une espèce de film assez plat dans sa mise en scène. Non, il y a des questions de cinéma que tu poses. D'ailleurs, c'est pour cela aussi que le film est très important. Juste, on a encore 5-6 minutes, mais je ne peux pas ne pas te poser cette question. Quel est le cinéma que tu aimes? Parce que le cinéma que je vois dans ton film, moi, m'intéresse beaucoup et j'ai envie de savoir un peu d'où tu viens cinématographiquement aussi. Écoute, moi, je suis très touchée, par exemple, par le cinéma de Kiarostami, le cinéma iranien. Je suis très touchée. Quand j'ai vu, par exemple, Firassi Rond-Point de Hassan Ferhani, j'étais bouleversée par le rythme, par l'attention à l'humanité, dans ce qu'elle a de plus beau au milieu d'une dévastation. Il y a quelque chose comme ça qui me bouleverse, d'être capable d'aller chercher cette beauté dans la noirceur et de la laisser exister dans sa lenteur sans la forcer, sans la brusquer, qui se dénude comme ça progressivement. Il y a toute une pudeur à laquelle je suis très sensible dans le travail, par exemple, de Hassan Ferhani ou de Kiarostami. J'aime beaucoup. Alors, je suis pas très bonne pour prononcer son nom. J'ai des amis turcs qui m'avaient dit Belce Ceylan. Ah oui, Nuri Bilge Ceylan, oui. Voilà, le réalisateur turc. Pour moi, ils s'inscrivent dans le même type de cinéma où les paysages existent et les êtres inscrits dans ces paysages existent avec cette beauté, mais aussi cette mélancolie. Il y a quelque chose, moi, qui me parle dans ce cinéma-là. Il y a aussi autre chose. Quand on reprend les 3 noms que tu viens de citer, ils ont un point commun, c'est le travail sur le temps, sur la durée. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est quelque chose le film repose essentiellement là-dessus. Je veux dire, et cela fait du bien parce que on a cette impression quand on voit chaque séquence, de croire que avant que chaque personnage arrive dans le cadre, ils ont eu une histoire avant et ils auront une histoire après. Et il y a cette particularité qu'on a du spectateur de croire qu'on participe un peu à leur histoire. Et je pense que c'est la durée qui fait ça. C'était quelque chose de fondamental et d'évident quand tu as commencé à travailler sur la mise en scène du film? Mais non, mais tu sais, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'intuitifs. Parce que comme je te dis, moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, donc j'ai travaillé avec Hassan Ferhani, donc à l'image, et si j'étais sensible à son cinéma, c'est quelque chose me parlait et
Et en fait, c'est quelque chose qui s'est recréé en travaillant avec lui. Et cette idée de cadre fixe et de permettre à la personne à l'intérieur de ce cadre d'avoir une liberté de se raconter, de se mouvoir, moi, ça me paraît essentiel, quoi. Ça fait partie de la réappropriation de cette histoire, de ne pas imposer des questions, de ne pas bombarder de questions, de ne pas même si je l'ai fait pour la préparation, mais là, je voyais bien qu'il y avait quelque chose à laisser exister et le temps se dilater. Et puis aussi, je pense qu'il y a la place du silence, tu vois. Il y a un silence qui appartient à ce récit qui me semblait important de laisser exister. Et c'est un silence, alors qui peut perdre voire perturber. J'ai bien vu chez les spectateurs qui ont besoin de plus de repères, qui sont habitués en fait à ce qu'on les guide dans une histoire. Et en fait, moi, je leur dis, en fait, le déracinement, c'est l'histoire d'une perte de repères. Donc, cette sensation de perdre des repères dans un film, moi, je trouve ça intéressant. Et en plus de ça, pour moi, cette histoire, c'est un puzzle que j'essaie de reconstituer. J'ai pas toutes les pièces, j'ai pas toutes les réponses. Il y a beaucoup de questions qui sont restées en suspens. Et je pense que oui, c'est un mystère aussi de la vie qui existe, qui moi me plaît. On a tendance, parce que je travaille aussi comme journaliste, à toujours trouver des réponses. Et je trouve que ben c'est pas forcément être fidèle au monde. Le monde, il a tellement plus de mystères que à un moment donné, on est un peu face à cette humilité, puis on a un bout du récit, et puis ben, on aura capté ça, et c'est déjà énorme, tu vois. Tu évoques, oui, très bien, tu as très 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 bien, et tu évoquais au début de l'interview Lina Swalem, et Mm. je lui avais dit à Lina, je lui avais posé cette question, d'ailleurs c'était la dernière question, je lui avais dit à la fin de votre film, euh, finalement, le plan final, bah, c'est vous en hors champ, mais on comprend que maintenant, c'est bon, vous avez parlé d'une certaine Algérie, maintenant, est-ce que vous avez envie de parler de votre Algérie? Dans ton film, sans spoiler, il y a un très 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 beau plan, très furtif, mais il est là, c'est pratiquement vers la fin, où on te voit toi avec ton père, donc avec Malek. Mm. Les deux cinéastes sont dans le même cadre. Et là, je me dis que peut-être c'est bon, ça y est, Mm. elle peut passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est donc son Algérie. Est-ce que il y a de Mm. cela peut-être? Ouais, ouais, c'est très bien résumé. Oui, bah oui, oui, je pense que. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre qui serait plutôt justement cette démarche de mon Algérie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la mémoire dont tu hérites, la mémoire aussi que tu nommes et la mémoire dont tu te défais à un moment donné parce que c'est une mémoire lourde, c'est une mémoire envahissante et arrive un moment où elle peut nous peser, où elle peut nous bloquer, elle peut nous figer. Et justement, c'est de retrouver un mouvement. Et, euh, et ce mouvement, il est dans l'écriture de son rapport à l'Algérie, son rapport à son histoire et pas seulement à celle de ses ancêtres. Et d'être du coup réinscrit au présent du présent, quoi. Parce que la mémoire est présente du passé, mais voilà, vraiment d'être un peu réancré, tu vois. On parle d'ancrage et tout, mais là aussi de se réancrer et ça fait partie de ce processus, ouais. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi je vais te dire ça, mais j'ai cette impression que ce pays, l'Algérie, continue encore et toujours à intriguer, que cela soit. Il y a une blague qui circule qui dit qu'un Français sur deux a un lien avec l'Algérie et parfois ils ne le savent même pas. Donc, je crois que c'est assez évident. Tu parlais de ton podcast, sachez, donc le podcast sera bien évidemment dans le descriptif de cette vidéo pour que vous puissiez Ouais. l'écouter. Merci beaucoup, Dorothée. On avait dit une demi-heure. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de discuter un petit peu. On n'a pas tout dit, Merci à donc il faut toi. voir le Merci film. pour tes questions. Je Non, t'en non, prie. c'était hyper juste. Et puis bah en fait, enfin moi c'est ça qui me surprend, c'est que j'ai quand même beaucoup accompagné le film, mais en fait, c'est comme si chaque nouvelle question permettait de réinventer le regard sur le film. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Donc merci pour tes questions. C'est le film qui aide. C'est le film qui aide. En tout cas, j'espère te revoir à travers un autre film très vite. En tout cas, il y a ce livre donc, que tu écris. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À très vite. Générique, c'est parti. Arrive
in the canyon. That's where I long to be, with my three good companions. Just my right